Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous préférer sur Gangan TV, la télé montagne. Bienvenue dans votre émission en toute franchise. Quel avenir peut-on réserver à la situation politique actuelle de la Guinée? Le pouvoir maintient sa position puisque le président de la République a récemment affirmé que l'opposition accepte de venir ou pas. Ils iront aux élections législatives. L'opposition réunie au sein du collectif ADP-CDR ne décolère pas. En plus de sa marche dite pacifique prévue ce mercredi sur la route Le Prince, ces trois blocs politiques ont aussi décidé de se retirer du processus électoral jusqu'à la satisfaction de ces revendications. À quoi peut-on s'attendre donc dans les prochains jours? La Commission électorale nationale indépendante, elle, vit sa crise en douceur. Récemment, elle a rencontré les acteurs politiques au Palais du Peuple, sauf que les grands absents de cette rencontre étaient bien entendu les leaders du collectif ADP et du CDR. Pourquoi ce revirement de dernière minute quand on sait qu'ils ont aussi préparé à l'installation des démembrements de la CENI? Le bloc de l'opposition constructive, a aussi choisi la solution de la rue pour se faire entendre. Dimanche, ils étaient sur l'autoroute Fidel Castro de Conakry pour, disent-ils, interpeller le pouvoir sur un certain nombre de faits. Comment cette décision du BOC est-elle perçue par les autres formations de l'opposition? Mesdames et messieurs, d'autres questions nous intéressent également dans cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous M. Jean-Marc Telianou. Il est le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, en abrégé RDIC, membre du collectif ADP-CDR. À tous et à toutes, gardez confortablement votre position. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre, Monsieur le Président. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu dans cette émission. Je se rappelle que c'était le 18 février que le collectif ADP, élargi bien entendu au Club des Républicains, a demandé à ses militants et sympathisants de descendre dans la rue, afin de se faire entendre suite à un certain nombre de revendications que vous aurez laissées. Dites-nous aujourd'hui quel bilan pouvez-vous faire de cette marche de l'opposition? Oui, merci beaucoup, Monsieur Lazare, pour m'avoir donné aujourd'hui l'opportunité de m'exprimer devant vos millions d'auditeurs. Je vous dirais tout simplement que la sortie de l'opposition du 18 février 2013, d'abord, c'était la date de mon anniversaire. De passage, il faut que je me dise. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et moi, je qualifie ça d'abord d'une sortie vraiment positive, parce que depuis que moi je me suis connu homme, je n'ai pas aussi vu une masse pléthorique dans la rue de Conakry plus que la date du 18 février 2013. Bon, tant pis, comme d'autres le disent, que c'est une marche qui n'a pas réussi. Mais moi, je sais que... Pour rappel, voilà, la mouvance présidentielle, vous avez parlé de 500 000 personnes, oui. On parle de 200 000. Hein? Non, 200 000, mais quand même, vous avez vu déjà la remarque que, que la mouvance nous a faite, tout en nous disant qu'ils avaient autorisé une voie, mais vous avez compris que même l'autre voie déjà, c'est pas par notre faute, c'est pas notre faute parce que tout qu'on fait, on ne peut pas concentrer plus de 500 000 marcheurs sur une seule voie. Donc, pour éviter la bousculade, comme le cas est arrivé à Abidjan, c'est pourquoi c'est pas volontaire, c'est spontané. Spontanément, les gens sont partis de l'autre côté de la rue. Donc, ça, c'est pas notre faute. Nous, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est nous avions cadré, nous avions donné des conseils à nos marcheurs, à nos militants et sympathisants pour qu'il n'y ait pas de casse, pour que, comme promis au gouvernement, que nous voulons une marche pacifique et que cette marche soit pacifique. Et je crois, vous avez même vu la déclaration du gouvernement qui a, même s'ils ne nous ont pas salué et nous félicité ou encouragé et la marche, mais quand même eux-mêmes ils ont reconnu que vraiment qu'il n'y a pas eu de dérapage majeur. Donc ça c'est une félicitation pour l'opposition et nos marches seront toujours pacifiques parce que c'est le conseil que nous allons donner
à nos militants. Ok, l'éducation citoyenne à la base, le conseil qu'on donne aux militants pour ne pas vraiment apporter assez de violence, mais il faut dire avant la tenue de cette marche, les enjeux étaient vraiment de taille, puisque Alassane Condé avait interdit cette marche et c'est Alpha Condé qui autorise finalement la marche. Est-ce qu'on peut dire encore une fois que c'était la pression de l'opposition qui a fait que le président est revenu sur la première décision? Oui, je vous ai dit la fois dernière lors d'une de mes interviews ici à votre radio, en vous disant que le président Alpha ne cède que sous la pression. S'il n'y a pas de pression, il ne cède pas. C'est dans ses habitudes. Tout le monde le connaît pour ça. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. Donc, un président qui n'aime pas la contradiction, qui n'est pas à l'écoute du peuple, comment voulez-vous? Sinon, on n'a pas besoin de tous ces marches. Parce que si vous voyez aujourd'hui que l'opposition se met dans la rue pour marcher, pour faire des revendications, c'est quelque part, c'est le dialogue qui est absent. Même en temps de crise, dès que le dialogue est installé, dès que vous vous retrouvez autour d'une table, on trouve toujours la solution. Mais comme tout est fait à dessein, avec cette mascarade et pour vraiment truquer les élections, c'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas revenir sur leur décision. Mais pourtant, le président de la République avait tendu la main, même si réellement cela avait été empêché par ces événements douloureux que la Guinée avait connus le 11 février dernier. L'opposition s'était déjà prononcée là-dessus en disant qu'elle ne prendrait pas part à cette rencontre. Est-ce qu'encore une fois, puisque vous êtes demandeur de dialogue et que la main tendue est là, vous avez refusé cette main tendue, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes en train de jouer ici à une politique de deux poids, deux voix? Non, nous, on ne joue pas une politique de deux fois, deux voix. Le président, c'est nous les revendicateurs. C'est les trois blocs qui ont revendiqué. Mais le président ne peut pas appeler tous les partis politiques. Parce que, figurez-vous bien, aujourd'hui, la Guinée a plus de 150 partis. Si le président passe un communiqué à la télévision ou à la radio en invitant tous les partis politiques et que nous allons nous retrouver dans la plus grande cacophonie, dans une salle, pour dire quoi? Mais soyons sérieux. Il faut au moins qu'ils disent. Le communiqué a été très clair. Parce que moi, personnellement, Erdig, on ne peut pas convoquer 150 partis, alors que ce n'est pas 150 partis qui ont revendiqué. Oui, pour la première fois, le président avait convoqué les acteurs politiques et en ce moment, vous étiez du côté de la mouvance présidentielle, puisque vous avez soutenu l'Alliance Arc-en-Ciel dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Et l'opposition d'alors était montée au créneau pour dire que réellement c'était une mamaya organisée. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des dessous à nous révéler? Mais nous, on n'a pas. Moi, je peux pas. J'ai pas de dessous parce qu'à l'époque, j'étais au gouvernement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je veux qu'on parle de notre sortie parce que je suis là pour ça. Pour ce qui est passé avant que je sois dans l'opposition, je n'aime pas trop parler. Okay, je n'aime pas trop parler du gouvernement parce que j'ai été membre du gouvernement. Je vous le concède. Oui. Mais au-delà de ça, il faut dire que, selon vos propres termes, que la marche du 18 février a eu un bilan globalement positif, même si réellement, il faut noter de passage que c'était la première participation du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, RDIG, à de telles manifestations. Mais au départ, vous étiez opposé. Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de la participation du RDIG dans cette manifestation du 18 février dernier? Merci beaucoup, M. Lazare. Je vous dirais tout simplement que RDIG, d'abord, est un parti national. Et RDIG joue un rôle très actif au sein du collectif l'ADP et du CDR. Et RDIG a participé activement à la marche du 18 février passé. Vous avez vu les images parce que les premiers militants qu'on a vu sur le terrain, c'était RDIG. C'est une fois de plus vous dire la détermination et l'engagement de RDIG par rapport à une démocratie pluraliste. Il faut bien que je le réitère, que le président accepte au moins qu'il y ait une transparence. Donc jusqu'à preuve contraire, RDIG est déterminé et si même on nous disait de sortir ce soir, les militants de RDIG, les militants et sympathisants de RDIG seront prêts pour revendiquer leurs droits parce que c'est les droits
vraiment légitime. Légitime, surtout pour le peuple de Guinée. Voilà. Mais au-delà de cela, si dans la mobilisation même de la marche, l'on voit réellement, la marche a connu une mobilisation effective, mais au sein même de cet ensemble, il y a des mobilisations individuelles par parti politique, je veux parler. Est-ce que la mobilisation du côté du RDIG était vraiment effective? Oui, la mobilisation du RDIG a été vraiment effective. Je ne peux pas me tirer la couverture sur ma propre personne ou sur RDIG. Mais en ce que je sache, vous-même vous le savez que RDIG n'est pas un parti, n'est pas un parti qu'on peut négliger sur la scène politique nationale aujourd'hui. Parce que figurez-vous que RDIG, à sa création, à 2 mois de sa création, a eu le score qu'il a eu. Aux premières heures, que c'est RDIG d'abord, parce que les gens, quelque part, vous savez, quand il y a une mobilisation, il y a des... Il y a des personnes ici. Très tôt le matin, nous avons vu avec les crières publiques qui sont montées du côté de Bambeto, qui sont redescendues jusqu'à l'aéroport. Est-ce qu'on peut dire encore une fois que c'est une politique interne que vous avez mûrie au sein de votre formation politique pour pouvoir encore faire une forte mobilisation? Non. D'abord, je vous apprends que RDIG, son siège est à Yimbaya. Donc Yimbaya est dans la commune de Matoto. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je me suis dit? La marche a été, le point de ralliement, c'était l'aéroport de Conakry-Bessia, qui est proche de mon siège. J'ai lancé un signal fort à mes militants et sympathisants de se mobiliser massivement pour se rendre à l'aéroport. C'est pourquoi vous avez constaté dès 8 heures, j'avais déjà tous les véhicules du RDIG qui étaient tout autour et avec les sonos pour au moins faire appel aux autres partis, aux sympathisants des autres partis pour qu'ils puissent les rejoindre. Donc c'est ce qui explique un peu la montée de votre crière publique vers Bambeto pour rallier aussi l'aéroport international de Conakry. Oui, c'était ça le programme. Oui, c'était ça le programme parce qu'il fallait que RDIG, parce que chaque parti politique devait envoyer une sono et mobiliser ses militants. Une fois de plus, c'est pour vous dire que ce mouvement est un mouvement national. Bon, d'aucuns pensent que peut-être c'est un mouvement de l'UFDG, ça a dépassé ce cadre. Ce n'est plus l'UFDG qui est seul. Vous allez constater pour la marche prochaine du 27 février, vous allez avoir encore le pléthore plus de personnes que par le passé. Okay, parce que c'est tous les partis aujourd'hui qui sont... La question que l'on se pose, M. Tiliano, oui, c'est que la marche était prévue sur toute l'étendue du territoire, et d'ailleurs pour répéter un peu les propres termes de certains membres de la mouvance présidentielle, ils disent que vous avez promis l'apocalypse en Guinée le 18 février, mais que c'est seulement sur l'autoroute on a vu la marche. Votre bastion, c'est effectivement vers Gekedou, ici de vous. Pourquoi ces villes n'ont pas suivi cette marche? Est-ce que vous avez lancé le mot d'ordre? Non. Vous savez, Gekedou vient de sortir d'une situation douloureuse. Je ne peux pas aujourd'hui les encourager à marcher. Et vous connaissez déjà l'attitude et le comportement des administrateurs territoriaux. Donc si ils m'ont proposé, parce que d'accord c'est mon bastion, mais ils m'ont proposé d'observer la ville morte. Et j'ai salué, j'ai respecté leur proposition. J'ai proposé la proposition lors d'une de nos plénières et qui a été confirmée par la plénière. Parce que toutes décisions ne sont pas prises unilatéralement. Nous prenons les décisions dans la plus grande collégialité. C'est ce qui manque à la mouvance. C'est ça le problème. C'est pourquoi je me sens très fier et très réconforté d'être dans ma position d'opposant. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs de la télévision Gangan, vous êtes dans votre émission en toute franchise. Aujourd'hui, nous parlons de la situation sociopolitique du pays. Et l'invité de ce soir, c'est bien entendu M. Jean-Marc Teliano. Il est le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Avec lui, nous parlons bien entendu de la situation sociopolitique. Autre chose, vous avez lancé ici vos revendications. Vous demandez que vous allez continuer à manifester jusqu'à la satisfaction de vos revendications. Et ceci, c'est à compter du 18 février, le mercredi prochain. Et ce mercredi qui suit, vous devez également marcher. Est-ce qu'on peut connaître un peu les enjeux de cette marche? D'abord, je vous informe que la marche de 27 qui a été annoncée sera une marche continue. Parce que le gouvernement ne respecte pas la loi. Ce n'est pas nous qui allons respecter la loi.
Parce que la loi, là, elle est faite pour nous et contre nous. Donc, nous allons commencer à marcher le 27 et cette marche, cette fois-ci, sera continue tant que nous ne serons pas satisfaits. Alors, par exemple, nos revendications sont très simples. Nous ne demandons pas mieux. Nous demandons qu'on se retrouve autour d'une table pour que nous puissions discuter la situation socio-politique de notre pays que nous aimons tant. Donc, je ne vois pas pourquoi Monsieur le Président de la République ne veut pas le dialogue. Et nos revendications sont simples. Nous avons demandé le départ de Wema, qui est venu dans une opacité, et le vote des Guinéens de l'extérieur. Je l'ai tantôt dit, lui-même qui est aujourd'hui président de la République, il a été un Guinéen de l'étranger. Pourquoi il a participé à l'Assemblée nationale? Pourquoi il a participé aux élections présidentielles? Si le président Lansana Conté, paix à son âme, refusait, c'est pourquoi je donne aujourd'hui raison au président Lansana Conté. Si vous voyez qu'un président refuse le contact d'un opposant qualifié d'historique, c'est parce que cette personne n'est pas une personne qui est bonne pour le pays. Parce que Lansana Conté n'a jamais voulu rencontrer le professeur Alpha Condé. Peut-être vous ne le savez pas, vous étiez un peu plus jeune, mais vous pouvez vous informer, il n'a jamais voulu le rencontrer. C'est pourquoi souvent il dit qu'il a laissé la Guinée là où le président Ahmed Sékou Touré il prendra la Guinée. Bon, voilà, qui prendra la Guinée là où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissé. Aujourd'hui, si on parle de télévision privée, si on parle de radio privée, si on parle aujourd'hui du multipartisme, c'est bien sûr grâce au président Lansana Conté qu'on le reconnaisse, ça au moins. Si on parle aujourd'hui de la liberté d'expression, si nous parlons aujourd'hui de la libre circulation des personnes et des biens, même au sein de la CEDEAO, c'est bien grâce à Lansana Conté. Donc faut le reconnaître. Ici, vous êtes en train de reconnaître, même si quelque part son parcours est acheté, deux fois on jette l'anathème sur son régime, mais il y a au moins quelques mérites que le fait président Lansana Conté a eu. C'est ce que vous il n'y a pas de président qui n'a pas de mérite et de défaut. Au-delà de cela, parmi vos revendications, vous avez parlé un peu du départ de Wema dans le processus électoral, mais de l'autre côté, la CENI a déjà statué dessus et a maintenu Wema et Sabari Technologies dans le processus. Qu'allez-vous faire? Mais ça n'engage que la CENI. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, d'abord, bien avant qu'ils parlent de transfert, le transfert déjà était fait. Même les experts de l'OIF, les experts même qu'on a fait venir, l'ont confirmé. Parce qu'on a posé la question aux experts, ils ont dit que non, qu'eux ont trouvé déjà que le transfert est fait. Mais c'est très simple. Figurez-vous, le président Alpha Condé a été élu avec un opérateur. Nous sommes partis aux élections avec un opérateur. Là où il a été élu. Je ne comprends pas, en tant que démocrate, parce qu'il se dit, on le dit, qu'il est l'opposant historique, qui se battait pour qu'il y ait une vraie démocratie en Guinée. L'opérateur qui vous a élu, pourquoi ne pas utiliser le même opérateur? Parce que quelque chose ne clochait pas. Parce qu'en utilisant le même opérateur, il va avoir 18%. Et les 18% qu'il a eu au premier tour ne peut pas lui donner la majorité parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, je vous le confirme, que l'opposition représente les 80% de la population guinéenne. Parce que toutes les personnes qui ont accompagné le processus... Non, ça c'est vérifiable. Hein? Non, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vérifiable. Parce que toutes les personnes, tous les gros poids, les poids lourds qui ont accompagné le professeur Alpha Condé au processus sont aujourd'hui dans l'opposition. Parce que le président Lansana Kouyaté est aujourd'hui dans l'opposition, était membre de l'Alliance Arc-en-Ciel. Kassori était le vice-président en plus. Et Kassori faisait partie de l'Alliance Arc-en-Ciel. Moi, Jean-Marc Teliano qui vous parle, je faisais partie de l'Alliance Arc-en-Ciel par le monde. Et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est tous ces poids lourds qui se sont retrouvés dans l'opposition. Vous pensez, si le président Alpha organise dans la plus grande transparence ces élections, vous pensez qu'il va gagner même les 18% dont on parle? Vous pensez qu'il va atteindre les 14%? Je vous dirais non. Monsieur Teliano, on va évoluer puisque réellement dans votre
allocution, vous avez touché un peu les institutions internationales, vous voulez parler un peu de l'OIF, qui aujourd'hui était venu pour faire un peu d'expertise sur le matériel de Weimar. Mais dans la foulée, dans les combats que vous menez le plus souvent, on remarque aujourd'hui que vous vous attaquez à l'Union européenne à travers, bien entendu, le représentant résident Philippe Van Damme. Aujourd'hui, si vous vous attaquez aux institutions, quel sera votre moyen de recours? Nous, collectif ADP et CDR, on ne s'est jamais attaqué aux institutions. Nous nous sommes attaqués à une personne qui fait le travail d'une institution. Mais la mission qui a été confiée en Guinée, c'est pour venir auprès du gouvernement guinéen, auprès des institutions guinéennes, pour au moins travailler dans la transparence et ne pas qu'il y ait des prises de position. Mais aujourd'hui, si nous constatons que M. Philippe Van Damme ne fait pas correctement son travail, il a une prise de position, parce qu'aujourd'hui, Philippe Van Damme travaille pour l'Union européenne. Pour l'Union, non, aujourd'hui il ne travaille plus pour l'Union européenne, il travaille pour le RPG Arc-en-Ciel. La façon dont il a été chassé au Togo, je crois qu'il sera chassé de la même façon en Guinée. Parce que la Guinée est un pays souverain. Donc on ne doit pas s'immiscer ou s'impliquer dans les affaires nationales. Il doit garder la plus grande neutralité. Donc s'il ne garde pas la neutralité, nous demandons son départ. Ce n'est même plus et le départ de Philippe Van Damme, et le départ de Weimar, et le vote des Guinéens de l'étranger. Donc les revendications voilà. vont en trois. En toute franchise, c'est sur la télé des générations montantes, bien entendu, c'est sur Gangan TV. Et l'invité de ce soir, c'est Jean-Marc Teliano, le président du RD, membre du collectif ADP CDR. Récemment, le président de la République, à l'occasion de la visite de la star mondiale du football, Samuel Eto'o, le président de la République a fait une sortie médiatique où il a dit que l'opposition accepte ou pas qu'ils iront aux élections législatives. Est-ce que vous interprétez ce discours, cette sortie médiatique du chef de l'État avec vraiment un certain nombre d'appréciations? Voilà, déjà il a prouvé à l'opinion nationale et internationale, parce que Eto'o fils est une star internationale. Donc il a aujourd'hui démontré devant l'opinion internationale qu'il veut nous mener à une dictature. Parce qu'il faut voir l'interprétation de son discours. Il pense qu'il a encouragé Samuel Eto'o et fils pour investir. Vous allez voir, il ne reviendra plus. Parce que déjà, il a dit que si l'opposition le veuille ou pas, qu'ils iront aux élections. Ce qui veut dire, ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas de dialogue en Guinée. Vous pensez, là où il n'y a pas de dialogue, là où il n'y a pas de démocratie, moi en tant qu'investisseur, vous pensez, comme j'aime le dire souvent, que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Il a déjà confirmé devant Samuel Eto'o que l'opposition veuille ou pas, qu'ils iront aux élections. Il va aller aux élections avec qui? On va aux élections avec des adversaires. Mais si tu n'as pas d'adversaire, ça prouve à suffisance la dictature que le président veut instaurer. Mais vous ne pensez pas que c'est encore une manière de répondre un peu à votre dernière décision, le fait que vous refusez de participer désormais à tout processus électoral tant que vous aurez la revendication? Mais si nous refusons, nous n'avons pas d'abord décidé de refuser. Nous avions dit que nous allons l'annoncer. Ce n'est pas moi qui vais l'annoncer, nous avions un porte-parole qui va l'annoncer. C'est pourquoi nous avions demain convoqué une conférence de presse à la maison de la presse pour dire notre position. Maintenant, pour le moment, je ne vais pas l'annoncer parce que je n'ai pas qualité de l'annoncer. Mais nous avions dit, si nos revendications ne sont pas satisfaites comme nous l'avions demandé, nous allons vraiment se retirer dans le processus électoral et boycotter ces élections. Vous allez boycotter les élections et non pas les empêcher, mais au-delà de tout cela, il faut dire que réellement, puisque le président de la République a pris l'habitude le plus souvent de répondre aux acteurs politiques, la dernière fois quand il était allé à Coloma, il a aussi affirmé il a donné d'autres affirmations, et cette fois-ci c'est à l'occasion de la visite de Samuel Eto'o. N'est-ce pas encore une fois une manière de répondre à votre décision ou à votre prétendue décision? Oui, c'est parce que ce n'est pas un président pour les Guinéens, parce que normalement, un président que nous pensons être père de la nation, que nous pensons être au-dessus de la mêlée, aujourd'hui, s'il se fait comme un militant, parce qu'en le voyant parler, on pense que c'est un militant.
En le voyant parler, on pense que c'est un président d'un parti, alors que, comme je l'ai toujours dit, il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Parce que quand vous voyez aujourd'hui le président Alpha parler, vous pensez toujours qu'il est devant le RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il prend la position d'un militant, il prend la position d'un leader politique. Alors qu'aujourd'hui, il est au-dessus de toute la mêlée. Il devait être aujourd'hui un arbitre. Mais comme je comprends bien, il n'y a pas de cadre au RPG Arc-en-Ciel. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure au RPG Arc-en-Ciel. C'est raison. Là, oui, il n'y a pas de structure. Parce que le RPG Arc-en-Ciel ne se repose que sur le président Alpha Condé. Parce qu'il a l'habitude de prendre des décisions unilatérales. Dans le RPG, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc il pense que c'est maintenant, quand on gère. Non, mais oui, mais quand on gère une nation, on doit se mettre au-dessus de la mêlée. Parce que nous considérons, moi jusqu'à preuve contraire, je le considère comme étant le père de la nation, comme étant le président de la République de Guinée, étant président de tous les Guinéens. Donc si on est président de tous les Guinéens, on est le père de tous les Guinéens. Donc on doit se mettre au-dessus de la mêlée et être vraiment un arbitre, être au centre et pour régler les problèmes des Guinéens. Parce que les personnes qui marchent là, c'est des Guinéens. Nous ne sommes pas des Gabonais ou des Congolais, nous sommes des Guinéens. Nous marchons pour des revendications. Nous avons revendiqué quelque chose. Mais il faut qu'ils nous écoutent. Il faut que nous nous retrouvions autour d'une table pour discuter. Mais si vous n'acceptez pas le dialogue, mais ça ne me surprend pas, hein, parce que le système n'aime pas le dialogue. Le système n'aime pas le dialogue. Oui. La commission électorale nationale indépendante nous intéresse également dans cette même émission. Récemment, elle a rencontré les acteurs politiques au Palais du Peuple, même s'il faut souligner de passage qu'elle continue de vivre sa crise en douceur. Et les grands absents de cette rencontre, c'était bien entendu les leaders du collectif ADP et du CDR. Monsieur Teliano, pourquoi les leaders de l'opposition que vous construisez n'étaient pas représentés à cette rencontre? D'abord, moi j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a une rencontre au palais, au moment où les autres se retrouvaient au palais. J'étais dans ma chambre, j'ai vu passer, j'ai entendu le communiqué. Et mieux que ça, c'est la première fois que le président de la CENI convoque nos acteurs politiques. Quand même, M. Lazare, il ne faut pas vraiment que cette CENI, qui est la CENI de la mouvance, se fiche au moins du Guinéen. Parce qu'aujourd'hui, le Guinéen ne demande pas mille choses. Le Guinéen demande une élection transparente, crédible. Pour que vraiment nous sortions de cette transition qui ne dit pas son nom. S'il doit convoquer une réunion, c'est la moindre des choses d'aviser les partis politiques à l'avance. Mais vous ne pouvez pas attendre 24 heures et puis vous convoquez une réunion. Et même si c'est ça, la réunion qui a été convoquée au palais, c'est pour parler de quoi? C'est peut-être pour nous mettre devant les faits accomplis. C'était de vous parler du vote des Guinéens de l'étranger, le choix de l'opérateur, la participation des partis politiques, mais également le budget de fonctionnement de l'institution. Mais le budget de fonctionnement de l'institution, je vous dis bien, c'est une fuite en avant. Cet appel, c'est pour tout simplement nous mettre devant le fait accompli. Parce que nous savions déjà ce qu'il allait dire. C'est pourquoi, quelque part, moi, personnellement, en RDIG, je n'ai pas été informé de la réunion. Okay. Mais est-ce qu'on peut dire de l'autre côté que c'est vraiment, puisque vous reprochez beaucoup de choses à Bakary Fofana, qui est aujourd'hui président de cette institution, on se rappelle qu'au cours d'une conférence de presse que vous avez récemment animée, c'était accolé à Lansebouni, vous l'avez mis en garde de marcher selon la loi. Est-ce que jusqu'à présent, on peut dire que cette CENI continue encore de violer la loi? Mais cette CENI a toujours violé la loi. Je vous donne un exemple très frappant. Vous allez prendre le code électoral, la page 16, la page 10 et l'article 16. C'est dit, je vais le lire pour vous. Le code électoral dit, à son article 16, que les listes électorales des communes sont dressées par une ou plusieurs commissions administratives dont les membres sont nommés par le président de la CENI sur proposition conjointe des démembrements de la CENI et des autorités administratives concentrées ou déconcentrées concernées. Et cette commission est
composé de la façon suivante. Un membre du démembrement de la CENI concerné faisant office du président, d'un délégué par circonscription administrative désigné par l'autorité administrative compétente, soit le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, d'un représentant de la commune désigné par le maire, d'un représentant de chaque parti politique engagé dans le processus électoral. Mais vous savez ce qui s'est passé? M. Bakary Fofana, il donne des instructions fermes que l'opposition doit avoir un représentant dans les cas. La mouvance, un représentant dans les cas. Mais figurez-vous bien, déjà on a parlé de parité de la CENI, mais vous savez qu'il n'y a pas une parité dans la CENI parce que nous, opposition, nous avions 9, presque le pouvoir à 16. Attendez, je vais vous expliquer. Donc, si on dit l'opposition, une place, la mouvance, une place, dans les cadres, la société civile, ainsi de suite, figurez-vous que l'administration, c'est la mouvance. La société civile, comme on l'avait dit, presque tous les représentants de la société civile sont de la mouvance présidentielle. Quand vous prenez 10 représentants de la mouvance de la société civile, au moins vous trouverez seulement que 3 qui ont la neutralité, mais tout le reste sont de la mouvance présidentielle. Vous pensez, en faisant des choses comme ça, ce n'est pas une fuite en avant? Oui, c'est une fuite en avant. Mais c'est une fuite en avant. Donc aujourd'hui, on contourne la loi, alors que la loi là, elle est faite par nous et contre nous. Oui. Nous devons respecter la loi. Si nous devons respecter la loi, la première personne qui doit respecter la loi, c'est d'abord le gouvernement. Mais si le gouvernement déjà fait une fuite en avant, si le système fait une fuite en avant, mais que voulez-vous que nous, en tant qu'opposition, quelle force que nous avions? Nous, notre seule force, c'est la rue. C'est de prendre la rue et revendiquer. Peut-être, quand ils en auront marre, ils reviendront autour de la table, parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des personnes comme eux. Nous sommes des acteurs de cette... nous sommes des acteurs politiques, donc nous avons droit à la parole, qui doit accepter que nous nous retrouvons autour d'une table et que nous discutions cette affaire politique de la Guinée pour que... Parce que ça ne plaît à personne. Ça ne plaît pour qu'il y ait dialogue. Vous avez parlé un peu des 9 commissaires au lieu de 10 que vous avez eu au sein de la CENI. Mais est-ce que là, vous ne vous en prenez qu'à vous-même, puisque vous avez cautionné vous-même cette violation flagrante de la Constitution? Oui. Moi, c'est le passage que j'ai parlé de ça, parce que quand il y avait le choix des démembrements ou des commissaires à la CENI, en ce moment, moi, je n'étais pas de l'opposition. Mais quand même, l'opposition a accepté, pour ne pas qu'on dise que c'est l'opposition qui ne veut pas toutes les propositions que le gouvernement pouvait faire. C'est à cause de ça que l'opposition a accepté, parce qu'ils ont revendiqué le remplacement de l'OCENI. L'OCENI, on l'a remplacé. On a demandé vraiment une reconstitution de la CENI. La recomposition de la CENI qui a été acceptée. Et nous avons demandé, l'opposition a demandé 10 places. Ils ont eu 9 places. Ils ont quand même accepté. Ça prouve à suffisance que cette opposition, c'est une opposition vraiment qui veut aller de l'avant. Okay. Alors, mais au-delà de passage avant cette recomposition même de la CENI, vous étiez en ce moment au niveau du gouvernement, mais même si vous refusez aujourd'hui de vous prononcer sur le passé puisque vous avez appartenu au gouvernement, mais certaines informations disent que le choix de Bakary Fofana, c'était le choix du président de la République. Est-ce que vous avez pris vent quand vous étiez de cette information, quand vous étiez dans le gouvernement? Non, si c'est le choix, ça n'engage que vous qui le dites, mais tout ce que nous savons, ce sont des informations que nous avions, et c'est des informations sûres et dignes de foi. Bakary Fofana est de la mouvance présidentielle. Ça, c'est connu de tout le monde. Sabari, dont on parle technologie, le représentant du RPG au sein de la CENI, c'est le représentant, c'est Sabari, c'est le représentant de Sabari Technologie, qui est aujourd'hui le représentant, le commissaire du RPG Arc-en-Ciel à la CENI. Ça, c'est connu de tout le monde. Comment voulez-vous parler ici de transparence? On va parler rapidement du bloc de l'opposition constructive qui s'est toujours opposé aux intentions ou aux décisions de l'opposition. Et c'est eux qui ont également choisi la solution de la rue pour descendre sur le dos de Fidel Castro de Conakry et essayer d'interpeller le pouvoir sur un certain nombre de faits. Comment aujourd'hui vous appréciez cette décision du bloc? Bon,
Vous savez, moi je ne veux pas revenir sur la décision du BOC. Je respecte leur décision. C'est eux qui savent pourquoi ils sont descendus dans la rue. Mais on parle d'opposition constructive. Mais nous savons ce qui est en bas, ce qui est en dessous. Ne faites pas... Tout ça là, c'est la mascarade. C'est la mascarade. Il faut que le système accepte que nous nous retrouvions. C'est la mascarade. Vous savez ce qu'on appelle le BOC. Vous savez qui est devant le BOC. Vous savez qui est derrière le BOC. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc, je respecte leur position. Parce que ça, c'est leur position. C'est ce qu'ils ont choisi. Mais, franchement, si on doit parler d'opposition aujourd'hui, si on doit parler de vrais démocrates, vraiment, c'est le collectif l'ADP et le CDR. Vrais démocrates, c'est le collectif l'ADP et le CDR. Ça, c'est selon les termes de Jean-Marc Teliano. Autre chose de feuilleton, Jean-Marc Teliano, Michel Kamano du Conseil national, il est le président du Conseil social et économique, nous intéresse dans cette émission. L'on se rappelle que des amis sont devenus aujourd'hui, s'il faut le dire ainsi, des ennemis. Et c'est pour rappeler que vous avez été la croix de transmission entre Michel Kamano et le président de la République. Aujourd'hui, cette personne s'est tournée contre vous et qui demande que Jean-Marc Teliano veut en serrer le feu à Guékédou. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez été de bons amis ou le fait que vous avez été la croix de transmission, est-ce que vous n'avez pas pleinement joué votre rôle? Moi, j'ai joué d'abord mon rôle de jeune frère, parce que Michel Kamano ne peut être qu'un grand frère. J'ai joué mon rôle de jeune frère parce que je me rappelle bien quand Michel Kamano est venu à mon bureau pour me dire que dans la Constitution, qu'il est le premier conseiller de Monsieur le Président de la République. Et ce qui est vrai, qu'il a écrit 37 lettres, qu'il a adressé 37 lettres à Monsieur le Président de la République pour que lui, celui-là, puisse le recevoir, mais lui, il considère que Michel Kamano était contre lui, oui, n'était pas de sa position. Donc, aujourd'hui, voilà, j'ai les lettres ici, que je peux vous montrer même à l'image, et je vous autorise de les montrer parce que je vais vous faire des copies. J'ai même décidé de mettre sur tous les sites les lettres qu'il avait adressées au président de la République et les photos qu'il m'a remis pour que je puisse le présenter comme candidat. Comment est-ce que vous avez été attendez, parce que je suis allé moi-même personnellement, j'en ai parlé avec le président. J'ai dit de recevoir Michel Kamano. Mais bien avant d'abord de parler avec le président, c'est Michel Kamano même d'abord qui m'a conseillé que monsieur le président de la République l'avait demandé d'être le secrétaire général du RPG, mais qui n'a pas voulu que parce que Alpha est un dictateur. Il me l'a dit moi-même. J'ai dit, mais comment tu peux qualifier quelqu'un de dictateur et pour des intérêts, je ne sais comment, pour des intérêts inavoués, et que tu viennes aujourd'hui faire croire à ton ennemi d'hier, parce que Michel Kamano m'a toujours dit qu'il n'aime pas le président Alpha Condé. Il me l'a dit, il me l'a dit. Et il me l'a répété le jour même que nous sommes venus, il est venu me voir pour aller se retrouver chez M. Dirus Diali Doré, qui était ministre à l'époque, de l'information. Mais je l'ai dit, j'ai dit d'enterrer le passé, d'accepter, venir avec moi. C'est moi qui l'ai fait venir vers moi pour que nous puissions aller pour aider le professeur Alpha Condé. Et je suis parti personnellement, j'ai fait asseoir monsieur le président pour qu'il puisse recevoir Michel Kamano. Je suis même allé au-delà. J'ai dit que Michel Kamano même avait cotisé pour soutenir le président Alpha au deuxième tour, alors que ce n'était pas vrai. Mais Dieu dit que si vous pouvez mentir pour unir deux personnes, il faut le faire, il pourra vous pardonner. Donc moi j'ai menti pour unir les deux, pour qu'ils soient ensemble. Mais si aujourd'hui il retourne sa veste contre moi en disant que moi, parce que c'est les premiers d'abord, aujourd'hui, s'il y a eu ces problèmes, parce que si vous voyez, il y a un adage africain qui dit, décortiquer l'arachide en l'absence du propriétaire, on va vous accuser de beaucoup de choses. Donc, je ne vois pas, mais ça ne me surprend pas. Oui. C'est comme ça toujours il a vécu. Hein. Ça ne me surprend pas. C'est pourquoi quand il venait me voir, quand j'étais dans le bureau de Dadis, je le laissais assis
au salon de Dadis et je rentrais, je sortais jusqu'à 4 h du matin. Si ce jour j'avais accepté l'introduire chez Dadis, il aurait fait le même cas. C'est son habitude. Et quand je suis... Attendez, je vais à comprendre que maintenant, vous, selon vos propres termes, vous avez été quelqu'un, en quelque sorte, il faut le dire, un bienfaiteur pour monsieur. J'ai toujours été un bienfaiteur. Et qu'est-ce qui pourrait... Michel Kamanou, moi, je l'envoyais en mission. Oui, qu'est-ce qui... Je l'envoyais en mission jusqu'en Guinée profonde. Il ne peut pas le dire non. Il ne peut pas me contrarier. C'est pourquoi je voulais, si vous acceptez, vous l'invitez au plateau pour que je puisse échanger avec lui. Je crois que nous allons le faire. Il faut l'inviter au plateau, Michel Kamanou, pour qu'il vienne, pour qu'on échange. Parce que déjà, ses fonctions nous le permettent. Parce que ses fonctions de président du Conseil économique et social ne le permet pas de faire la politique. Mais vous avez vu, il s'est désigné. Même quand vous allez constater, vous le convenez avec moi, même la venue des maires des 2 préfectures, il s'est désigné. C'est lui qui a fait la proposition au président. Vous savez, le président Alpha Condé, quand il dit quelque chose, quand il y a lieu qu'il répète, il va répéter ça devant la personne même. Il me l'a dit, c'est Michel Kamanou même qui s'est désigné pour dire que lui, il pouvait régler le problème de Guékédou. Alors que nous avions des médiateurs, nous avions des sages, nous avions le conseil islamique, nous avions ici le conseil chrétien, qui sont mieux placés pour aller parler de la situation vous avez même la coordination de la forêt. Il y a la coordination de la forêt. Mais s'il fait croire au président Alpha Condé que lui, il peut gérer Guékédou, il peut gérer Kisidou, alors qu'il traîne les casseroles sociales. Oui, mais voilà. ce que je voulais savoir encore une fois, puisque jusqu'à présent vous êtes très remonté contre Michel Kamanou, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment... Non, je ne suis pas remonté contre lui. Je ne suis pas remonté contre lui, c'est ma façon de parler, c'est parce que je n'aime pas des opportunistes. Donc c'est un des cas, Michel Kamanou. Je n'aime pas des opportunistes. Si vous n'aimez pas un opportuniste et aujourd'hui vous le qualifiez d'opportuniste, c'est que là ça vous remonte. Alors, mais qu'est-ce qui pourrait exactement pousser Michel Kamanou à changer au moins de cette situation, puisque réellement vous l'avez quand même aidé. Et au-delà de tout cela, il est le président du Conseil économique et social. Oui, président du Conseil économique et social pour un mandat qui est fini. Il verra s'il sera reconduit. C'est pour un mandat qui est fini. Moi je ne l'en veux pas. Moi, je ne l'en veux pas, il n'a fait que son travail. Parce que si quelqu'un est à la quête d'un poste, moi, je n'ai pas cherché le poste de ministre. J'ai travaillé. Et je n'ai pas été récompensé. J'ai mérité le poste. Donc, je préfère, je veux au moins que tous les Guinéens se mettent au travail pour avoir de hautes fonctions. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est mon travail qui m'a hissé à ce poste. Mais le président même Alpha Condé ne dira jamais que moi je suis parti rapporter quelqu'un chez lui. Parce que ce n'est pas mon éducation. Ça ne me ressemble pas. Si je n'ai rien à dire à un chef, si je ne peux pas dire la vérité à un chef, je ne peux pas aller charger une autre personne pour avoir un poste de responsabilité. Mais dommage, c'est ça que le Guinéen connaît. Les 60% des Guinéens ne connaissent qu'aller mentir devant le chef pour avoir de hautes responsabilités. Moi, je ne le ferai jamais. Si je dois avoir des hautes fonctions, parce que je dois aller charger, je dois aller mentir sur un Guinéen devant un chef, je ne l'aurai pas, parce que je ne vais pas le faire. Ça, c'est le cas de Michel Kamanou. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'un frère, à toi, c'est ce que j'ai dit. Et si j'étais son fils, il ne peut pas aller dire au président que Jean-Marc ne l'aime pas, alors qu'il a été le premier à me dire que le président Alpha est un dictateur. Il me l'a dit, parce qu'il m'a donné ses photos que je vous ai exhibées, j'ai donné les correspondances, et j'ai transmis officiellement. Voilà. Et vous allez les montrer en image, et je vais les mettre sur tous les sites. Il a également le droit de réponse et de venir s'expliquer. Je veux que vous l'invitez autour de ce plateau pour que nous puissions discuter. Les photos, on va également les exhiber. Voilà. Ça pourra mieux nous aider à connaître la vérité pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui veulent connaître exactement les dessous de l'actualité guinéenne. Mais au-delà de tout cela, vous étiez très proche du président de la République puisque vous étiez un membre très actif de l'Alliance Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, vous êtes de l'opposition. Alors, est-ce qu'on peut dire que vos relations sont vraiment de très bonnes relations avec le président de la République ou les relations se sont détériorées? Non, moi j'ai des bonnes relations avec le président de la République. Je ne suis pas un ennemi à lui. Je suis un opposant. Être opposant ne veut pas dire être ennemi à un président. Moi, je lui traite comme le président de tous les Guinéens. C'est la seule relation qui est entre nous. Et je le considère en tant qu'ancien allié.
Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de dents contre le président. Moi, tout ce que je veux qu'il accepte convoquer ses petits frères. Ce sont ses frères, nous sommes ses frères. Qu'il accepte de nous appeler, que nous venons s'asseoir autour de la table, discuter. On n'a pas besoin de toutes ces marches. Il accepte, il nous appelle en tant que grand frère, bon petit frère, j'ai fait ça parce que voilà, je veux que nous nous retrouvions et discuter. Dès que le président Alpha va appeler tout de suite cette opposition qui est prête toujours à être dans la rue, parce qu'ils ne sont pas des fous, nous ne sommes pas des fous pour sortir dans la rue, parce que nous voulons sortir dans la rue, nous sortons pour des revendications. Il suffit tout simplement qu'il prenne son téléphone. Même moi seul, il m'appelle, Tiliano, voilà, appelle tes frères, je veux que nous nous rencontrions pour discuter cette crise politique en Guinée. Vous pensez que nous allons refuser? Nous n'allons pas refuser parce que nous voulons la paix dans ce pays. Nous voulons l'accalmer dans ce pays. Nous voulons que ce pays-là avance. Nous ne voulons pas que le pays-là soit en feu. Il se trouve que parmi vous, il y en a qui demandent de trop, puisque réellement, ici, les discours prononcés à la fin de la dernière marche, il y en a qui même qui ont demandé le départ de Alpha Condé. Ne pensez-vous pas que ces gens-là ont demandé de trop? Non, vous savez, c'est des revendications. Je respecte ceux qui ont demandé le départ de Alpha. Moi, je ne l'ai pas dit. Mais s'il l'a dit, c'est parce que vous savez, au sein du collectif, très franchement, des fois la tension, vous savez, la tension peut pousser à beaucoup de choses. C'est pourquoi moi j'invite humblement Monsieur le Président qu'il accepte de dialoguer avec ses frères. Qu'il accepte de dialoguer avec ses frères. Parce que nous connaissons le combat politique, on sait là où ça commence, hein, mais on ne sait pas, la politique c'est le biscuit, on ne sait pas là où ça va se casser. Vous voulez dire que c'est comme un jeu de football là? Voilà, non, c'est plus qu'un jeu de football, parce que le jeu de football, à force de dribbler, tu marques. Mais le biscuit, quand vous prenez le biscuit, vous ne savez pas là où ça se casse. Aujourd'hui, il a été opposant, il a marché avec ses frères, il a marché avec les Sidia, il n'a qu'à se rappeler bien du passé. Il a marché avec tous ces gens. Il a communiqué avec ces gens. Il les connaît mieux que moi. Pourquoi il ne peut pas les appeler en tant que frères, en tant que Guinéens, pour qu'ils se retrouvent, pour que ce pays-là ait la paix? Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dernière question, M. Jean-Marc Teliano. Oui. Aujourd'hui, le pouvoir, le président l'a affirmé qu'ils iront aux élections avec ou sans opposition. Au cas où la mouvance présidentielle partait aux élections sans opposition, quel sera votre moyen de recours? Ils sont déjà préparés à ça. Nous le savons. Parce qu'on n'a pas seulement que des ennemis à la présidence. On n'a pas seulement que des ennemis au gouvernement. Nous savons qu'ils sont déjà préparés à ça. Nous avons nos informateurs. Nous savons qu'ils sont préparés à ça. Mais ça ne sera pas bon pour le système. Mais quel sera votre moyen de recours? Mais nous, notre seul moyen de recours, c'est la rue. C'est les revendications. Nous allons revendiquer. Parce que nous représentons les 80% de la population guinéenne. Vous allez voir la sortie du 27. Nous allons toujours revendiquer. Mais les revendications ont une limite. C'est pourquoi je lance un appel, encore une fois de plus, au professeur Elage d'accepter au moins rencontrer ses frères autour d'une table, discuter pour vraiment d'abord enterrer les considérations, les petites haines, laisser ça de côté et se retrouver pour parler de la situation politique de la Guinée pour que le pays-là ait la paix, pour que nous ayons la paix pour aller aux élections. Nous avons revendiqué, mais en se retrouvant autour de la table, même en temps de crise, on va toujours trouver la solution. Mais c'est que dès qu'il y a une absence de dialogue, même entre monsieur et madame, dès qu'il n'y a pas de dialogue, c'est le divorce. C'est le divorce. Non, d'abord c'est une séparation de corps. Parce que la séparation de corps, c'est pour accepter le dialogue. Mais si vraiment chacun est carré sur sa position, vous prononcez le divorce. Donc il ne faut pas que le président accepte qu'il y ait une fissure. Il ne faut pas qu'il accepte qu'il y ait un divorce entre l'opposition et lui. Ça fera une tache d'huile. Ce n'est pas bon. En tant que
opposant historique. Il s'est battu pour être là où il est. Qu'il comprenne, s'il est aujourd'hui président de la République, ce n'est pas son effort seul. C'est l'union, c'est notre union. C'est parce que nous l'avions aidé à être là où il est aujourd'hui. Il doit penser à ça. Il doit penser à tout ce qu'on se disait hier. En bon croyant, comme il a fait le pèlerinage, moi je l'invite, Elage, au moins qu'il accepte de rencontrer ses frères de l'opposition pour qu'ils puissent discuter avec eux, pour que nous ayons l'accalmie dans ce pays. Que le président de la République accepte de rencontrer ses frères de l'opposition afin qu'il y ait accalmie dans ce pays. C'est sous ces mots de M. Jean-Marc Teliano, président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, que nous nous quittons au compte de cette émission. Merci encore une fois aux téléspectateurs de l'avoir suivi. Que demain soit votre plus beau jour. Merci beaucoup.